C'est à ce moment-là que sont apparus les premières signards qui vivaient dans des cases. Et les premières signards se sont enrichies assez naturellement de ce commerce-là. Et elles sont devenues, parce que c'était une société très, très matriarcale, traditionnelle donc matriarcale, elles sont devenues assez puissantes. Et étant puissantes, étant riches, ce sont elles qui ont construit les premières maisons de Gorée et de Saint-Louis. Oui. Voilà. Oui. Et c'est une architecture, comme je suis architecte, qui m'intéresse beaucoup, évidemment. On va en parler, d'ailleurs, de toute façon. Le métissage aussi dans l'architecture, mais avant cela, pour parler encore des signards, j'ai aimé cette expression. Avant, on disait négresse de qualité. Hein. Je trouve cette expression, elle est charmante, mais négresse de qualité. Oui, enfin, bon, je ne sais pas si c'est une expression qui était très employée. Oui. C'est une expression qu'on retrouve, c'est la légende d'une gravure particulière de Grasset-Saint-Sauveur qui indique négresse de qualité de l'île Saint-Louis. C'était des formulations de l'époque. Je ne suis pas sûr qu'on l'employait ici au Sénégal. En revanche, il y avait tout un jargon qu'on employait. On parlait des mariages à la mode du pays, qui étaient aussi des spécificités locales. On parlait, voilà. Négresse de qualité, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'était cette bourgeoisie, donc négresse de qualité. Voilà. C'est cela, oui. Pour la distinguer du commun des mortels, pour la distinguer des nègres libres, comme on disait à l'époque, et pour la distinguer surtout des esclaves, des captifs de case. Voilà. Et c'est des personnes qui étaient riches, qui avaient des captifs, hein, il faut le dire, c'est-à-dire des esclaves. Leur richesse venait aussi de cela. C'était, je crois qu'on peut dire, encore une fois, même pour se faire de l'argent. Oui, moi c'est ça. Moi, je ne suis pas historien et tous les débats qui concernent l'esclavage, je préfère laisser ça aux polémistes, aux historiens qui s'écharpent là-dessus. Moi, je constate simplement ce que je peux lire dans les récits anciens, qui sont peut-être sujets à caution. Mais enfin, ce qui me paraît assez évident, c'est que cette bourgeoisie métisse a assez peu ou très marginalement participé à la traite négrière. En revanche, il possédait, comme beaucoup de monde à l'époque, il possédait ce qu'on appelait des captifs de case. Et ce n'étaient pas des captifs de traite. Les captifs de case avaient un statut qui très différent et probablement beaucoup plus acceptable et favorable que celui des captifs de traite, bien entendu. Ils étaient libres de circuler comme ils voulaient. On peut les comparer aux domestiques actuels. Ils vivaient dans la maison souvent ou chez eux, dans les cases en paille disséminées dans Gorée. Ils venaient travailler pour leurs signards. Ils étaient souvent 10 ou 15 ou 20 ou 30 ou davantage qui appartenaient à la même signard ou à la même famille, et ils étaient hérités de génération en génération, mais ils faisaient vraiment partie de la famille. On n'avait pas le droit de les vendre, ils portaient souvent les noms de leurs maîtres et réciproquement, ils élevaient leurs enfants ensemble, etc. Donc c'était un statut très particulier. Voilà. Alors, et puis il y avait des signards célèbres, à Gorée par exemple, Anne Pépin, le chevalier de Boufflers, lui a fait construire une maison qui était un peu la réplique de la maison des éclats. Et puis à Rufisque, il y avait cette Catalina, Cathy de Rufisque. On disait qu'elle était vrai gouverneur de Rufisque. Donc il y avait des signards qui étaient célèbres là. Oui, les signards étaient célèbres, je dirais par la fois. Elles sont restées célèbres. Bien, leurs compagnons étaient puissants. Qu'est-ce qui... Les plus riches sont restés les plus célèbres. La signare Cathy de Rufisque ou Catalina, elle a eu plusieurs noms suivant les récits. Disons qu'elle est célèbre, c'est beaucoup dire. C'est la première signare attestée. C'est-à-dire c'est la première signare qu'on appelle signare. Dont on sait qu'elle l'était, parce que voilà, les récits disent qu'elle était fille époux d'un Portugais. Je me souviens plus des détails, ça doit être là-dedans. Mais enfin, c'est la première signare attestée, donc elle est restée célèbre, c'est beaucoup dire, pour ça, et elle vivait effectivement à Rufisque. Et ce serait l'ancêtre de la signare Anne Pépin, qui est censée avoir eu une relation ou avoir été la signare du chevalier de Boufflers. J'insiste sur le censé parce que c'est un point qui mériterait certainement
d'être approfondi par des historiens sérieux, parce que pour autant que je puisse en juger tout ce que j'ai pu lire sur le sujet, et surtout pour autant que certains de mes collègues historiens ont pu lire sur le sujet, il n'y a aucun document, strictement aucun document, ou pratiquement pas, qui dise qu'elle a été la signaire du chevalier de Boufflers. Ça a l'air d'être plutôt une histoire un peu romancée, qui fait plaisir à entendre, mais qui n'est pas attestée, là, pour le coup. Oui. Bon, et puis là, nous arrivons, Xavier Ricourt, presque à la fin, mais il faut parler, donc, alors, Gorée fait partie du patrimoine mondial. Alors, il y a des menaces sur ces patrimoines-là, Gorée, Saint-Louis, Rufisque. Alors, vous êtes chargé de la préparation justement de la préservation par l'UNESCO. Alors, est-ce que la situation est bonne? Est-ce qu'il faut espérer que ce site peut être encore préservé, Gorée, Saint-Louis, attester encore de cette histoire que vous avez abordée là et qui est une histoire qui est belle? Il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Alors, si on est à la fin de l'émission, je ne sais pas si j'aurai le temps de les dire. Il faut, je crois, déjà distinguer Saint-Louis et Gorée. C'est deux situations, deux cas de figure complètement différents. Gorée est relativement préservé parce qu'il est près de Dakar, parce que c'est petit, parce qu'il n'y a pas de voiture, parce qu'on peut s'en occuper facilement. Saint-Louis, la situation est véritablement en péril. Pour corriger ce que vous avez dit, j'ai été chargé par l'UNESCO de préparer le plan de sauvegarde de Saint-Louis et d'être architecte conseil là-bas. Je ne le suis plus aujourd'hui, j'ai d'autres fonctions. C'était une activité tout à fait passionnante, mais malheureusement, je ne m'occupe plus de ça. En revanche, j'en ai la certitude, ces patrimoines-là sont en péril. Et quand je dis ces patrimoines, ce ne sont pas seulement... je pense à ce patrimoine architectural, mais je pense aussi à toutes ces images dont j'ai parlé tout à l'heure, que ce soit les gravures, que ce soit les photos, que ce soit les portraits d'ancêtres, tout ça fait partie de notre histoire, de notre patrimoine et mérite d'être préservé, d'être sauvegardé, d'être recensé, d'être enseigné aux générations futures. Ça me semble essentiel. Et pour revenir juste pour dire un mot de cette architecture qui me tient à cœur. Vous dites qu'elle est métisse d'ailleurs, cette architecture-là. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. C'est une architecture, et c'est là que je m'éloigne un peu de l'analyse de mes camarades de l'UNESCO ou des monuments historiques. On dit que c'est une architecture coloniale. Ben non. C'est une architecture métisse. Dakar est une architecture coloniale. Dakar a été construit par des colos, c'est clair. Mais Gorée, Saint-Louis, Rufisque en partie, ont été construits par ces familles métisses. C'est une architecture métisse d'abord pour ça, et puis c'est une architecture métisse aussi parce que par l'utilisation des matériaux, par les influences, par les styles, voilà, pour tout ça. Et c'est une architecture tout à fait originale, comme c'est une bourgeoisie, une société tout à fait originale. Et cette société, je crois qu'il faut en parler. C'est notre histoire commune, c'est notre patrimoine. Et même l'intérieur, on parlerait de décoration d'intérieur aujourd'hui. On voit même à l'intérieur d'une maison de Signard, là aussi, il y a déjà le métissage culturel qui est là, en place, comme spécifié. Absolument, oui. Au départ, les premières Signares habitaient des cases en paille, mais elles avaient un mobilier traditionnel qu'on trouve dans les cases en paille. Et puis après, petit à petit, les maisons sont devenues en dur. Il y a eu des toits qu'on disait à l'italienne. Tous les toits des maisons de Gorée étaient des toitures terrasses. Par la suite, seulement, on a mis des toitures en tuiles qui venaient de Marseille. Et puis, le mobilier, petit à petit, a subi lui aussi des influences de toutes sortes. On parle aujourd'hui des meubles marabouts. Les meubles marabouts, c'est des meubles métis. Voilà. Nous sommes donc arrivés à la fin. Je vous remercie. Peut-être qu'on aura l'occasion encore, dans d'autres espaces, de continuer cette discussion qui est passionnante autour de ce livre « Trésor de l'iconographie du Sénégal colonial », qui raconte donc par des images absolument fabuleuses. On n'a pas pu les montrer, mais vous les avez bien résumées avec passion et talent. L'histoire du Sénégal, vraiment à travers des images absolument inédites et belles. Je vous remercie. Moi, je vous remercie beaucoup de m'avoir invité, puis ce sera avec grand plaisir que je reviendrai en parler.